allons reprendre donc le travail cet après-midi sur une table ronde qui s'appelle « Du parcours de soins à la résilience, des exemples paradigmatiques ». Et donc, nous allons avoir plusieurs interventions, donc avec le docteur Philippe Birmès de l'Occitanie. Je vous invite à nous rejoindre. Combien de morts, combien de blessés sous ces bâtiments effondrés, ces voitures détruites. Merci. Donc, je vais vous parler des catastrophes industrielles et plus précisément de l'expérience et des analyses et des retours qu'on a pu faire en Occitanie à Toulouse. Je me suis donné également l'autorisation en 30 secondes de vous présenter la région Occitanie sous un jour moins positif que d'habitude. Donc c'est une région grande avec une répartition de population sur la plaine fertile et la zone maritime qui fait que nous avons choisi pour le CRP Occitanie de conserver les antennes déjà performantes et de les regrouper sous la coordination la structure porteuse au CHU de Toulouse. Il y a des risques importants qui sont, comme dans d'autres régions, inondations, submersion. On a aussi des barrages avec un risque sismique non négligeable associé, projection sur la typologie des incendies en 2040. On peut avoir également des avalanches. En termes d'accidentologie de sécurité routière, il y a à peu près 5000 blessés par an sur Occitanie. En termes d'atteinte aux biens ou aux personnes, vous voyez également la carte. Pour en venir au risque nucléaire et sur la carte de droite, le risque Céveso, où la région n'était pas forcément la plus exposée en France, et ce qui a quand même été lié en 2001 à la catastrophe AZF. Donc le 21 septembre, 10 jours après le 11 septembre des Twin Towers du Pentagone, aux États-Unis, une usine pétrochimique à moins de 5 km de la place du Capitole, l'hypercentre de Toulouse, explose. Un bilan humain très important. Un jour de semaine, à 10 h du matin passé, les enfants à l'école. Donc, parmi les victimes, un lycéen tué, de nombreux élèves blessés. 31 000 logements détruits ou très endommagés, dont 2 lycées et un collège entièrement détruits. Plus de 11 000 dossiers de victimes traités par la Caisse primaire d'assurance maladie, le coût évalué 10 ans après à peu près à 34 millions d'euros et environ 1,5 milliard de dégâts. Plusieurs équipes, plusieurs travaux dans les années qui ont suivi ont essayé d'analyser, de repérer les besoins pour définir les objectifs et les structures à mettre en place lors de catastrophes de ce type, qui est pour AZF ce qu'on appelle la catastrophe à moyens dépassés, avec les blessés acheminés sur les autres départements, un hôpital psychiatrique entièrement détruit, les malades à orienter, etc. Quelques images, le périphérique à proximité d'usines, des commerces à moins presque 1 kilomètre de l'usine, une salle de classe à quelques centaines de mètres de l'usine, énormément de blessures physiques de guerre, de type criblage, beaucoup de débris métalliques, de débris de verre, avec des blessures légères et importantes, mais des blessures extrêmement traumatisantes. Alors l'Institut des risques majeurs a publié en 2013 un bilan de retour d'expérience d'événements passés, plutôt sur l'urgence et le post-urgence. En ce qui concerne AZF, l'analyse du déploiement du dispositif de soutien médico-psychologique, qui était jeune à l'époque, septembre 2001, l'ECUM c'est 97, a été vraiment exceptionnelle, une mobilisation exceptionnelle au niveau des CUMP, des services de la ville de Toulouse, des accueils spontanés dans diverses structures de santé, beaucoup de bénévoles. Cependant, vous le comprenez bien, dans une catastrophe à moyens dépassés, un manque d'organisation et de coordination de tous les acteurs. Voilà le travail qui attend le CN2R et les centres régionaux.
Le dispositif d'organisation des CUMP, le pilier date de 2003, donc quand même 2 ans après AZF. Et les CUMP n'ont pas vocation, malgré leur performance, à assurer, je ne dis pas organiser, à assurer des suivis prolongés. Ensuite, l'Institut national de veille sanitaire publie, alors elle publie avant, mais il n'y avait pas vraiment un retour sur l'urgence, le rapport final de 2006 sur les conséquences sanitaires dans la population. Donc les blessés, plus vous êtes proche du centre de l'explosion, plus vous avez de chances d'être blessés. Diversité, complexité de la souffrance psychologique. Oui, il y a du stress traumatique, mais pas que. Il y a beaucoup de dépression post-traumatique. Il y a beaucoup d'addictologie. Et les caisses primaires d'assurance maladie ont montré vraiment des surconsommations, pas forcément étayées en termes d'indications, notamment d'anxiolytiques benzodiazépiniques. Le rôle de l'intensité de l'explosion, on le connaît, il est à ne pas négliger dans le parcours de soins, dans les suivis. Ça, nous l'avions, intensité physique, intensité psychologique des symptômes immédiats et aigus. Ça, nous avions pu le confirmer dans une étude publiée quelques années après, où donc on a quand même suivi à peu près pendant 5 ans sur 388, 179 blessés pendant 5 ans. Effectivement, tout ce qui est des symptômes psychiques, péritraumatiques ou aigus sont importants pour déterminer quelques semaines ou quelques mois après le fameux syndrome de stress post-traumatique. Mais on se rend compte que pour les gens présentant un syndrome de stress post-traumatique, un PTSD, on va dire vite, plus de 5 ans après, eh bien, c'est l'entité clinique caractérisée qui s'est déjà installée, qui est la principale variable prédictive, donc d'où l'intérêt d'agir avant l'installation des troubles caractérisés, et en tout cas de les traiter quand ils apparaissent caractérisés le plus vite possible pour éviter la cristallisation. Donc ça, c'est un premier point. Donc vous voyez que le dispositif de prévention secondaire va être majeur pour le bénéfice aux victimes et à la communauté. Ce qui impacte également, au-delà de l'aspect purement médical, c'est la structure, le retentissement sur la vie quotidienne. Quand vous êtes victime et qu'à côté de chez vous, les services publics, les transports sont fermés, désorganisés, vous rajoutez de la détresse. Donc là, on est dans de l'organisation, dans la logistique, dans du partenariat. Les antécédents psychiatriques, des gens à repérer dès le début puisqu'ils sont plus fragiles. Et effectivement, souvent, l'urbanisation fait que cette usine n'a jamais été construite au centre-ville, mais que c'est la ville qui s'est étendue autour de l'usine, et que dans ces quartiers proches de centres industriels importants, souvent on y retrouve les populations les plus défavorisées, donc les plus à risque en termes de santé et de santé mentale en particulier. Une autre étude d'une autre équipe, là sur les éléments prédictifs du stress post-traumatique, donc sur un groupe quand même de plus d'1 millier d'habitants, habitant à moins de 3 km, être né hors de France, être proche physiquement de l'épicentre avec un niveau d'éducation inférieur à 12 ans, donc l'impact socio-économique sur la proximité, les difficultés financières qui se rajoutent à tout ça, et si quelqu'un les services publics, hein, ce qu'on disait, la désorganisation des services publics, des services en général de proximité. Vous avez été victime, votre logement est en partie détruit. À Toulouse, c'est ces histoires de fenêtres hein, dans les habitations en loyer modéré, dans le parc privé, qui ont mis, malheureusement, il y en avait des dizaines de milliers, beaucoup de semaines, voire des mois à être réparées, donc qui ont affecté également en termes de sentiments de vulnérabilité les victimes, les blessés physiques et les blessés psychiques. Donc là, on était sur le stress traumatique. Là, comme je vous disais, ne pas oublier la dépression post-traumatique. Là, on va retrouver des variables prédictives, donc un échantillon à peu près identique, et on est toujours 1 an et demi, 2 ans après la catastrophe. Évidemment, les gens qui ont eu des problèmes déjà de victimisation avant la catastrophe, les pertes, hein, les pertes de possession, logement, voiture endommagée, détruite, etc., qui rajoutent de la détresse. Les blessures physiques, et dans les blessures physiques, principalement chez soi-même ou quelqu'un de la famille, les traumas auditifs. Un blast,
les effets du blast ont entraîné énormément de traumas acoustiques et de handicaps auditifs qui ont rajouté durables, hein, pas, alors difficile à évaluer, difficile à diagnostiquer, difficile à appareiller dans la durée vu le nombre de milliers de victimes, et qui ont rajouté là aussi des difficultés. Donc là on voit le parcours de soins. Certes la santé mentale est importante, mais on va rapidement se rendre compte que le médecin traitant, le médecin de famille, quand il existe, va être quand même peut-être un pivot lorsqu'il va être informé, lorsqu'il va avoir accès à un guichet unique, etc., comme le patient va être un pivot important dans les suites de la prise en charge. Donc les questions de l'INVS dans la population en général, le questionnement de la prise en charge immédiate et de l'efficacité du debriefing psychologique, les besoins qui persistent à moyen et à long terme, hein, et vraiment ces actions de formation en prévention primaire, en prévention secondaire, etc., prendre le temps, avoir les moyens suffisants pour faire de la formation, mais surtout de la formation continue aux différents intervenants, médecins généralistes. Tout à l'heure, quelqu'un disait, ben, effectivement, on est prêt à bien faire, mais on ne sait pas dépister un psychotrauma, les travailleurs sociaux, les médecins du travail, etc. L'efficacité des prises en charge aussi à moyen et long terme, difficile, on pourra dire un mot. Nous, ce qu'on avait constaté, là, c'est un étudiant militaire qui est venu faire son M2R dans notre équipe. Bah, ce qu'on avait constaté avec un petit peu de détresse, nous aussi, si on suivait ces gens pendant 5 ans et demi, quel que soit le niveau ça c'est le niveau de symptômes de stress post-traumatique, mesuré ici 6 mois après la catastrophe, 1 an et demi après la catastrophe, 5 ans et demi après la catastrophe. Que vous ayez besoin de ne jamais consulter un professionnel en santé mentale, de le consulter de temps en temps, c'est-à-dire moins d'une fois par mois, hein, une ou deux fois dans le trimestre ou dans l'année, ou que vous soyez suivi, ben, de 6 mois après la catastrophe jusqu'à 5 ans et demi après la catastrophe, malheureusement, dans notre agglomération, dans ce qui était mis en place, pas beaucoup d'évolution des symptômes. C'est également quand même un peu la caractéristique du stress traumatique en général. Agir sur l'environnement social et urbain, ça on l'a déjà dit, et s'intéresser aux populations défavorisées. Les conséquences sanitaires, le rapport de l'INVS publié en 2006 chez les enfants. Là également, chez les enfants, encore plus de questions sur les typologies d'intervention précoce à mettre en place. Réponse collective, réponse individuelle, catastrophe à moyen dépassé, on n'a pas tellement le choix que des réponses collectives. Toujours la question du débriefing et toujours former, mais formation continue. Ce qui est difficile de former en formation continue quand ce sont des gens conformes mais qui n'ont pas l'habitude ou dont le métier n'est pas de recevoir régulièrement des victimes. Ça, c'est une question à aborder, je pense, pour la suite. Et savoir chez l'enfant reconnaître les troubles du comportement d'expression variés. On ne va pas avoir forcément des PTSD caractérisés ou des magnifiques dépressions caractérisées, mais des troubles du comportement, des difficultés d'intégration scolaire, etc. Les psychiatres d'enfants et d'adolescents, les psychologues savent ça très bien. Chez les enfants, on avait fait là aussi une petite enquête épidémiologique où on avait trouvé deux choses qui nous ont particulièrement intéressés par rapport au suivi. Curieusement, la présence d'un membre de la famille au moment de l'explosion, alors des enfants, deux groupes d'enfants, une étude cas témoins, des enfants qui, 1 an et demi, 2 ans après la catastrophe, ont un stress post-traumatique, et un groupe d'enfants qui n'a pas de symptômes importants de stress post-traumatique, des élèves scolarisés en 6e dans les lycées touchés au moment de l'explosion. Et bien pourquoi ? Parce que généralement, ces enfants-là n'étaient pas forcément à l'école, et quand l'explosion a lieu et qu'il y a un membre de la famille à côté de vous, la plupart du temps, ce membre de la famille était la maman, et la maman était blessée. Donc en fait, ce sont des enfants qui ont été témoins, qui ont été pas forcément blessés physiquement, mais qui ont été témoins, souvent des blessures d'un membre proche de la famille, voire de la maman. Donc ça, quelque chose aussi, cette idée que être témoin d'un événement particulièrement stressant chez quelqu'un qui vous est très proche, c'est peut-être, il y a des études, hein, c'est peut-être plus traumatisant que d'être victime soi-même. Et ce qui confirme le haut niveau de symptômes de stress post-traumatique chez la maman, chez les enfants qui présentaient les symptômes. Le rapport de l'INVS a constaté là aussi malheureusement la persistance des symptômes chez les enfants, avec la nécessité, formation continue, éducation pour la santé, et là, vraiment, les patients
leur famille. Alors, 2001, le numérique n'est pas hyper développé. De nos jours, Internet, les applications, je crois qu'il y a des programmes là, qui sont en train de naître, qui sont en train d'être élaborés. Ces plateformes, ces guichets uniques, hein, cette espèce de 911. Si on a vu un 911 AZF, santé mentale, santé physique, association, victimes, droits, etc., etc., toutes ces choses qu'on peut imaginer, mais qui sont quand même complexes à construire, auraient été extrêmement bénéfiques. Pour les enfants, le soutien au niveau de l'institution scolaire. Les enfants vont aller à l'école, vont revenir à l'école. L'éducation nationale, là, doit être partenaire et on doit vraiment aider à avoir au sein de l'institution que fréquente régulièrement l'enfant les dépistages, les orientations, etc., en termes de santé par rapport aux blessures psychiques. En conclusion, la prévention primaire, connaître les sujets à risque de morbidité mentale, ça on le sait, mais encore faut-il peut-être le diffuser plus largement et former les futurs médecins généralistes. Hein. Je crois que la formation, elle est continue, mais elle est aussi dans les facultés de médecine, dans les facultés de psychologie, etc. On doit, pour ceux qui ont la chance de pouvoir faire de l'enseignement, s'attacher à inclure dans les programmes, et là peut-être des recommandations nationales pourraient être bienvenues, des spécificités par rapport au psychotraumatisme, où là on est sûr, hein, nous on le fait un petit peu à Toulouse parce qu'on est assez impliqué, on est sûr d'avoir dès le début un tronc commun pour les psychologues, les psychiatres, les travailleurs sociaux, les écoles d'infirmiers, etc. La psychoéducation en prévention du PTSD, ça revient bien là dans les recommandations récentes, notamment celle de la ISTSS de l'an dernier, enfin de cette année, avec tout ce qui est application, plateforme, notamment chez l'enfant, accompagné ou pas avec ses proches. Et la question, au jour d'aujourd'hui, en prévention, quelques études sont favorables, d'une session unique de MDR en post-catastrophe, à creuser, à discuter, mais c'est dans les recommandations à évaluer au jour d'aujourd'hui de l'ISTSS. Et le débriefing tel que décrit classiquement, toujours le point d'interrogation. L'articulation ville-hôpital, alors on a eu parlé à un moment de ces centres d'accueil, de regroupement, ces identifications de besoins. On s'est aperçu qu'à tous les niveaux, hein, que ce soit la santé, que ce soit le médico-social, que ce soit la logistique, etc., vraiment ce besoin de coordination, pas de centralisation, parce que décider pour qui, mais de coordination à partir du groupe professionnel, patients experts, associations de victimes, etc., qui va organiser au niveau différent du parcours de soins, par rapport aux besoins qui sont quand même maintenant connus, analysés, les guides, les références, le soutien aux victimes par rapport à des besoins. La prise en charge classique en santé hein, du stress post-traumatique, on le sait, ça reste les psychothérapies centrées sur le trauma. Il y a des choses guidées par Internet au jour d'aujourd'hui, mais qui ont besoin d'être validées, reproduites. Là, on a quand même un gros souci, et peut-être que le CN2R et les décideurs et les ministères peuvent aider. Le gold standard aujourd'hui pour soigner le PTSD, ce sont des psychothérapies structurées, centrées sur le trauma, qui font de 8 à 12 sessions, qui sont quand même facturées la plupart du temps au-delà du tarif recommandé par les caisses d'assurance. Si on n'est pas dans des accidents du travail ou dans des prises en charge spécifiques, victimes du terrorisme, etc., il est difficile d'avoir accès au gold standard recommandé par toutes les recommandations internationales en termes de finances. Donc là, on a quand même un gap qu'aujourd'hui, enfin en tout cas personnellement, je ne sais pas bien combler. Et même là, la question que moi je pose davantage, plutôt que d'y répondre, dans une catastrophe à moyen dépassé, avec quand même des victimes qui vont rester dans la durée, avec un besoin de prise en charge qui vont s'échelonner sur plusieurs mois, plusieurs années, on peut former beaucoup de monde, mais au niveau local, ce beaucoup de monde a déjà une activité programmée avant la catastrophe. Donc à un moment donné, on a manqué de personnel. Au moment où on a été assez capable de se débrouiller, de former, etc., on a eu 2 postes créés pour les urgences de psychologues, etc. Mais à un moment donné, il y a un embouteillage sur des milliers de gens qui auraient besoin de consulter, quand même aussi 11 000 expertises. Hein. À un moment donné, il y a un embouteillage parce que même les gens correctement formés
sont un peu plus nombreux, mais restent quand même en nombre, et avec les médicaments aujourd'hui qui sont pas la panacée. Donc l'idée de cette cellule unique de santé mentale, de besoins de 911, enfin qui décline les besoins, avec la question du nombre d'intervenants, et la durée dans laquelle le suivi pour voir la durée nécessaire. L'éducation des familles et des enfants, ça c'est important que tout le monde sache, et faire cette éducation au niveau de groupe, là, et vraiment travailler en partenariat avec l'éducation nationale. Et ce qui avait été pas mal fait à Toulouse, c'était le comité de suivi des victimes, qui regroupait des experts, des professionnels, des assureurs, des victimes, etc., qui avait analysé quand même, qui ne s'est pas mis en place immédiatement, mais qui a analysé dans la durée, sur plusieurs années, les besoins, l'évolution, le nombre d'expertises, etc., pour apporter les solutions les plus adaptées. Je vous remercie. Merci beaucoup. On a le temps pour une ou deux questions. Pas de questions. Oui, pardon. Professeur Didier Kremniter. Oui, non, c'était juste, merci beaucoup, parce que c'était vraiment très, très intéressant cette intervention. Non, c'était juste par rapport avec le recul, est-ce que vous ne pensez pas que si, par exemple, les CUMP avaient fonctionné comme elles ont fonctionné au moment des attentats, c'est-à-dire avec beaucoup de moyens, beaucoup de renforts, on aurait peut-être vu moins de PTSD accomplis. Enfin, est-ce que j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Est-ce que vous avez le sentiment que ça aurait pu jouer un rôle de prévention finalement? Mais d'un autre côté, vu la situation telle qu'elle était à Toulouse, c'est vrai que ça a donné lieu au CHU et à vous de faire des travaux qui sont quand même extrêmement précieux sur le PTSD, quoi. Donc voilà, c'est juste une remarque. Merci. La question des CUMP, alors évidemment, subjectivement, plus vous apportez du soutien, quelle que soit la forme du soutien, coordonné par des professionnels qui ont l'habitude de le faire aux victimes, il serait curieux que ça ait un effet négatif. Ceci dit, après, il faut voir aussi les résultats, les analyses, les retombées. Je sais qu'il y a eu des travaux après les attentats 95, janvier et novembre à Paris. Il faut voir les premiers travaux documentés, analysés en termes de résultats justement sur les morbidités psychotraumatiques, pour voir quelles sont les méthodologies la nouvelle méthodologie de ces dispositifs, et notamment la mise à disposition des moyens plus nombreux sur la morbidité, PTSD, dépression, addiction, etc. Et aussi des sentiments de qualité de vie, de bien-être, autres que au-delà de la psychométrie, morbidité mentale et psychiatre, qualité de vie, manière de vivre, etc., ressentie par les victimes elles-mêmes. Une dernière question, Nathalie Prieto, premier rang. Merci Philippe. C'est moi, j'étais alors en CUP pas organisé à l'époque. Et ça m'embête parce qu'on s'est vu il y a 20 ans. Et puis déjà sur le débriefing, tu posais des questions. Et on sait bien, Philippe, ce qu'on entend nous par débriefing, c'est pas le critère de jugement PTSD, mais c'est faire repartir un collectif affecté par un événement et de revoir dans tes diapos le même truc qu'il y a 20 ans. Si tu veux, je peux pas m'empêcher de te faire la remarque. Même si on sait que tu peux les voir qu'en groupe, quand c'est des intervenants. Moi, je me rappelle d'avoir vu l'équipe de psychiatrie de Gérard Marchand et d'avoir quand même constaté à quel point, si tu veux, l'appartenance, etc., ça les apaisait sur le moment, et que, bien évidemment, on n'évaluait pas comme critère de jugement l'état de stress post-traumatique. Voilà, je voulais juste rectifier ça. Alors, par rapport à il y a 20 ans,
J'ai pas écrit, il faut pas faire de débriefing psychologique. J'ai mis un point d'interrogation après débriefing psychologique. Elle est lente, la progression, là. Et après, quelqu'un d'extrêmement rigide, obsessionnel, comme on peut l'être par moment, pourrait te répondre. Mais ça fait 20 ans qu'on attend l'étude randomisée, contrôlée, versus, etc., etc., pour nous montrer que ce qu'on attend tous, que le débriefing psychologique à la française apporte quelque chose de pas sur le critère de jugement PTSD, voilà. mais sur l'apaisement et sur le faire repartir un collectif, on l'a déjà montré. Tu sais à combien c'est difficile de randomiser les groupes. Et les rares études qui ne sont pas parfaites, pour lesquelles les groupes sont évalués, elles montrent quand même des critères de jugement, même sur le PTSD, qui sont positives. Alors, dans les dernières recommandations de la ICSS, il y a dans prévention, positif à étoffer, débriefing psychologique, mais rajouter SPM12, etc. C'est-à-dire qu'on ajoute au débriefing psychologique des interventions de cohésion de groupe, avec des jeux, avec des actions de cohésion, avec des actions positives. Et là, le débriefing ne pose plus question, même à la ICSS. Non, mais je pense qu'il faut garder cette notion de groupal et éviter le critère de jugement qui est l'état de stress post-traumatique. Je vous remercie. François, si tu me promets que tu ne dépasses pas la 30 secondes. Parce que je vous trouve un petit peu pessimistes tous les deux. Et puis, quand même, juste vous rappeler que ce qui est déjà sorti et ce qui est en train de sortir avec Santé publique France sur les résultats des attentats de 2015 plaide quand même à la faveur d'une efficacité réelle et pour le coup un peu evidence-based medicine de ces prises en charge. Je sors du débriefing. Merci beaucoup, merci au professeur Birmes. Et nous allons enchaîner tout de suite sur un sujet important qui sont les violences faites aux femmes et les enfants témoins de victimes. Et ce sera une intervention à 2 voix avec le docteur Frédéric Varembourg et le docteur Nicolas Go. T'as vu ta tête? T'es qu'une connasse. Mon mari m'a battue et humiliée pendant 10 ans. Mais depuis 15 jours, c'est enfin terminé. En France, tous les 3 jours, une femme meurt victime de violences conjugales. Bonjour à toutes et tous. Il nous a été demandé de parler un peu de notre expérience à Lille, tant du côté adulte que du côté enfant, et en fait de l'expérience qu'on a tous les deux au départ, qui est une expérience de psychiatre d'urgence, et d'essayer de montrer comment aujourd'hui le CRP peut s'intégrer dans cette dynamique de soins et au-delà du soin de prise en charge globale des victimes de violences conjugales. Alors on va se focaliser sur les victimes de violences conjugales. La thématique, c'est les violences faites aux femmes. On aurait pu parler également des victimes de violences sexuelles, mais ça aurait été beaucoup trop long si on avait tout fait. Alors je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Alors je ne vais pas vous faire un cours sur la violence conjugale, juste sur les deux premières diapositives. Ce qu'on voit en fait, c'est, j'ai fait en parallèle, les différents types de violences, les conséquences pour les victimes, alors pas toutes les conséquences, mais une partie des conséquences, notamment psychologiques et psychiatriques pour les victimes. Et on voit bien, si on regarde un petit peu, que toutes les conséquences font le lit, très clairement, du trouble de stress post-traumatique, mais aussi le lit du suicide. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on travaille aux urgences, quand on est psychiatre, mais aussi lorsqu'on travaille aux urgences quand on est urgentiste, et je pense aussi en médecine de ville, on est très très largement confronté à la question de la violence conjugale. Le trouble de stress post-traumatique concernerait à peu près 61% des victimes et serait d'autant plus fréquent qu'il y a de la violence sexuelle que l'on interroge très très peu lorsqu'on est médecin, et encore plus fréquent si les différents types de violences sont présents. Il y a une particularité qui est assez difficile pour nous dans la prise en charge des violences conjugales, c'est que, bien évidemment, on n'est pas sur du trauma, ce qu'on appelle du trauma simple, c'est-à-dire un événement traumatique unique, on est sur du trauma complexe
parce que c'est un trauma qui est relationnel, qui est prolongé, répété, dans lequel on va retrouver une dérégulation des affects, une altération de la perception de soi et de la relation à l'autre, et une grosse perturbation du système des croyances et des valeurs. Et bien évidemment, à tout ça, on va rajouter des signes cliniques de troubles de stress post-traumatique. La particularité également, c'est qu'on sait déjà que le trauma est quelque chose d'assez indicible. Il est d'autant plus dans la question de la violence conjugale, parce qu'en plus du côté indicible du trauma, ça va se majorer parce qu'on est dans du trauma intrafamilial, ça va se majorer du fait de la peur des représailles et de la peur des conséquences, ça va se majorer du fait d'un soutien social qui peut être assez régulièrement défaillant, de l'isolement associé aussi à la violence conjugale. Ça se majore également en cas d'absence de reconnaissance de la violence. Et l'absence de reconnaissance de la violence, la première non-reconnaissance de la violence, c'est le fait de ne pas poser la question et de ne pas la rechercher. Ça se majore aussi par la honte, la culpabilité et la dévalorisation, qui sont des signes qu'on retrouve de manière générale dans le trauma et qu'on retrouve de manière beaucoup plus particulière dans le trauma en lien avec la violence conjugale et aussi en lien avec la violence sexuelle. Mais du coup, ça veut dire que pour nous, médecins, si on ne pose pas la question, les victimes ne vont pas en parler. Et je pense qu'aujourd'hui, au sein des services d'urgence, au sein des cabinets de médecine générale, la question, on ne la pose pas souvent. Et également, au sein des consultations de psychiatrie, on ne pose que très rarement la question de la violence conjugale, parce que quand on commence à la poser, on est très, très surpris des réponses qu'on a et de la fréquence des victimes de violences conjugales, et avec beaucoup de représentation de notre part aussi. Moi, je pense beaucoup, là, en ce moment, à la question des violences conjugales chez les jeunes. Alors du coup, on avait réfléchi, il y a quelques années de ça, maintenant, ça a mis du temps à se mettre en place, c'est en train de se déployer, au sein du CHU de Lille, à mettre en place une procédure de prise en charge, de repérage et de prise en charge des victimes de violences conjugales qui se présentaient dans les services d'urgence. Parce qu'on s'est dit, on est un CHU, on est un gros établissement, et peut-être qu'on peut proposer autre chose que ce qu'on fait déjà là. On ne faisait pas grand-chose, je pense, à ce moment-là. De proposer une prise en charge pluridisciplinaire avec une unité de temps, une unité de lieu, qui permet en fait une prise en soins, une évaluation également psychologique, voire psychiatrique, avec l'établissement d'un certificat médical. Alors, on a pompé le certificat médical initial utilisé dans les CUMP, que maintenant on remet aux personnes qui sont victimes de violences conjugales, mais aussi pour celles qui sont victimes de violences sexuelles. Un gros travail en lien avec les unités médico-judiciaires également, qui reçoivent les victimes de violences conjugales, même en l'absence de dépôt de plainte, et ça, c'est vraiment important. Comme ça permet, parce que les parcours sont déjà extrêmement difficiles, ça permet à une victime d'avoir déjà plusieurs choses qui sont faites au même endroit et en même temps. La question qui s'est posée, elle était toute simple. C'est vrai qu'en fait, cette procédure, moi, quand je la présente, j'ai toujours un peu de mal parce que je la trouve très simple. Parce qu'on m'avait dit, en fait, en plus, si tu fais une procédure, il faut vraiment que ce soit à moyen constant. Donc moi, j'ai réfléchi à moyen constant. Et on s'est dit, mais dans ce parcours, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse accompagner. Et du coup, c'est l'infirmière de psychiatrie qui... et c'est pas parce que c'est quelque chose de psychiatrique, moi j'y tiens vraiment, c'est quelque chose qui nous concerne tous, mais qui va accompagner dans les différents services les personnes qui sont victimes des urgences jusqu'à l'UMJ, jusqu'à la consulte avec le psychiatre, et qui va l'accompagner. Cet accompagnement, ça remet aussi un petit peu d'humain dans un moment où il n'y en a plus beaucoup. Bien évidemment, on travaille très en lien avec les associations. Alors là, j'ai mis coordonnées d'associations. Il faut que j'enlève le mot coordonnées parce qu'en fait, on travaille très en lien avec eux depuis quelques années. Et puis, il y a la question des enfants dont Nicolas Gault parlera juste après moi. En parallèle de ça, on a déployé des actions de sensibilisation au sein des services d'urgence pour tous les personnels, de l'aide-soignant aux médecins, parce que je pense que n'importe qui peut repérer une situation de violence conjugale et qui est en train d'être déployée actuellement au CHU de Lille. Quelle valence régionale a ça? Parce que bien évidemment, là je vous parle de Lille, le CRP c'est régional, pour nous c'est les Hauts-de-France. Alors, avant la mise en place du CRP, on a commencé à travailler grâce notamment aux référentes départementales qui, dans le cadre des victimes de violences conjugales. Donc on a travaillé avec la préfecture, on travaille également en lien, alors ça c'est assez chouette, avec différents autres référents médicaux des services d'urgence. On a fait des réunions à l'ARS pour essayer de mettre en parallèle nos procédures qui ne sont pas les mêmes parce qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens en fonction des endroits où on est. On travaille également avec le collège de médecine d'urgence, le COMU, et puis on a pu comparer un peu les différentes procédures et essayer d'harmoniser un petit peu en fonction des possibilités.
On fait également des actions de sensibilisation au sein des différents réseaux, en lien avec donc, les associations et les référents départementaux. Et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment les CRP, la difficulté, c'est que nous, on doit se sortir de nos habitudes de soins uniquement pour pouvoir déployer et aider les victimes dans leur parcours, qui est un parcours vraiment très global. Alors la place du CRP dans tout ça, c'est vraiment pour nous une continuité des actions qui sont mises en place, là pour le coup dans les services d'urgence, avec un lien très marqué avec les unités médico-judiciaires. Effectivement, on en parlait ce matin avec Nathalie Prieto, dont le service est vraiment dans l'UMJ. Alors nous, on n'est pas dans l'UMJ. En revanche, on a une collaboration très étroite avec le service de l'UMJ et les psychologues par exemple, du CRP ont un temps de présence chacun au sein de l'UMJ. L'idée, c'est vraiment de favoriser la prise en charge des conséquences psychotraumatiques des femmes victimes de violences et de leurs enfants. Mais aussi, il va falloir qu'on sensibilise, parce qu'on parle beaucoup des urgentistes, des médecins, mais je pense qu'on doit également sensibiliser les équipes de psychiatrie à la question des violences conjugales et de ses conséquences. Parce qu'on n'est pas du tout sensibilisé à ça. Alors la suite, dans les projets qu'on a commencé à mettre en place avec Nicolas Gau, c'est de permettre aussi des évaluations en dehors du temps de l'urgence. Et on a vu que ça fonctionnait plutôt bien. Alors c'est juste clinique, hein, on n'a pas du tout d'études en cours actuellement, mais ça pourrait se faire. Des évaluations des femmes et de leurs enfants qu'on fait en binôme, adultes, psychiatres adultes, ou psychologues, psychiatres, psycho, adultes et enfants. Moi, je me pose vraiment aussi la question, alors ça a été évoqué effectivement dans le cadre du Grenelle, mais de la place du suicide. On parle beaucoup des féminicides. Moi, j'aimerais aussi connaître un petit peu quelle est la place du suicide chez les victimes de violences conjugales, ou plutôt la place de la violence conjugale chez nos patients qu'on évalue dans une problématique suicidaire. Et puis, on parle aussi, on a parlé beaucoup ce matin du protocole féminicide. Ça, effectivement, je pense que c'est des choses qui semblent bien fonctionner et qu'on souhaiterait mettre en place également dans la région des Hauts-de-France. Bonjour. Je vais enchaîner sur la question des enfants. Enfants que du coup on ne sait pas trop comment appeler, qu'on a appelé victimes, enfin qu'on a appelé témoins à un moment. Moi j'aime pas trop ce terme-là parce qu'ils ne sont pas juste témoins. Enfants, j'avais trouvé ça aussi comme terme. Enfants co-victimes, je trouvais ça plutôt pas mal pour définir un petit peu l'impact qu'il peut y avoir chez ces enfants-là. Les enjeux sont à mon sens multiples. Un repérage qui est assez difficile, alors que moi j'ai éprouvé effectivement dans ma pratique, avec des enfants qui sont souvent silencieux, qui sont souvent au second plan, des enfants qui ne témoignent pas forcément ou qui ne manifestent pas forcément une souffrance, en tout cas qui va être visible si on ne va pas l'interroger, si on ne va pas la chercher. Chez des enfants qu'on va des fois rencontrer très tardivement ou dans un autre contexte, par exemple sur un centre médico-psychologique, un jeune qui vient pour des troubles du comportement, des troubles des interactions sociales, une étiologie qui va être insuffisamment envisagée. On va rarement penser à chercher, se dire mais est-ce qu'un contexte de violence conjugale au préalable, dans l'enfance, plutôt, peut être responsable de ces troubles-là, avec des conséquences qui sont souvent sous-estimées, où on n'imagine pas, en tout cas pour en avoir discuté avec beaucoup de collègues, pour le voir aussi du côté des internes par exemple, qu'un contexte de violence conjugale n'est pas suffisant pour engendrer chez l'enfant et plus tard chez l'adolescent des troubles des fois assez majeurs. On va le voir un petit peu, je vous présenterai un petit peu les enjeux qu'il peut y avoir sur le plan clinique et sur le plan développemental. Des représentations sociales parfois archaïques, même chez les professionnels, cette fameuse représentation que peuvent avoir des fois les victimes de violences conjugales, le fait de penser que par exemple un enfant qui est présent dans la chambre, porte fermée, et qui est censé dormir, ne sera pas du tout impacté par des violences conjugales. On se rend compte qu'en vrai, ça n'est pas vrai, qu'en fait, ces représentations qu'on peut avoir sur l'enfant, que ce soit par rapport aux violences conjugales, et plus largement à la question du trauma, sont effectivement assez fausses. On se rend compte que les enfants, quand on les rencontre, nous on l'a éprouvé sur des co-consultations, sont des enfants qui ont présenté par exemple des idées suicidaires très actives, alors que c'est des enfants qui a priori, selon tout le monde, n'avaient rien vu, rien entendu et allaient plutôt bien. Et un isolement des professionnels dans les prises en charge, avec des professionnels qui sont très en demande de pouvoir mieux repérer, de pouvoir mieux prendre en charge des patients pour lesquels, ou en tout cas des victimes pour lesquelles les enjeux ne sont pas que la question du psychotrauma. Des enfants qui sont confrontés de façon répétée, comme les victimes, les femmes, ou en tout cas le parent agressé, avec une confrontation répétée à des situations traumatiques,
un climat de peur permanent, des difficultés à se construire sur une base de sécurité, entre un parent effectivement qui va vivre dans la peur et un autre qui est agresseur, et une identification aux adultes, en tout cas les figures d'attachement, cette identification va être perturbée. Ce qu'on va pouvoir retrouver et ce que ça va pouvoir créer, en tout cas l'impact qu'on peut voir, ça va être ce qu'on appelle un trauma développemental. Alors moi je mets vraiment trauma développemental qui pour moi n'est pas du tout la même chose que le trauma complexe qu'on peut voir chez l'adulte. Des stratégies d'adaptation chez ces jeunes qui sont des stratégies d'adaptation de survie au quotidien qui vont effectivement, tout comme les personnes agressées, les victimes de violences conjugales vont aussi développer des stratégies de survie. Une insécurité interne qui va être très désorganisatrice pour le développement et des identifications qui, au lieu de servir le développement narcissique et identitaire des jeunes, va tendre à assurer la survie. Donc, on se retrouve avec un impact qui peut être majeur sur le plan du développement cognitif, du développement psycho-affectif, avec des processus d'apprentissage, que ce soit scolaire ou plus globaux, qui sont altérés, des stratégies relationnelles qui sont évidemment perturbées et des stratégies d'adaptation dans la vie d'une manière générale qui sont dysfonctionnels, avec ces enfants qu'on voit arriver plus tard, avec des gros troubles du comportement, des relations, des troubles affectifs. Améliorer le repérage, moi c'est une des premières choses que j'ai apprises quand j'ai commencé à travailler sur cette question-là. Il se trouve qu'effectivement on a pu intégrer cette question complètement dans le protocole, enfin en tout cas dans cette procédure de prise en charge des victimes de violences conjugales aux urgences, au CHU de Lille, avec un parcours de soins, un parcours de prise en charge qu'on a voulu articuler entre le service d'accueil des urgences adultes et le service des accueils des urgences pédiatriques, ce qui n'était pas simple quand même à la base, de pouvoir articuler, de pouvoir faire un parcours entre ces deux services, ça a été quelque chose qui n'a pas forcément coulé de source ou qui n'était pas évident. On a posé aussi l'évaluation systématique des enfants lorsqu'ils étaient présents, lorsqu'une femme pouvait se présenter dans un contexte de violence conjugale. Tout ça avec le même principe d'unité de lieu, d'unité de temps et, si possible, d'unité d'intervenant le long de la prise en charge. En dehors de la procédure, cette procédure spécifique-là, moi je travaille aussi, je m'occupe des urgences pédopsychiatriques du CHU de Lille, et on a posé une évaluation systématique de potentielles violences conjugales et aussi de violences sexuelles chez les mineurs, avec une formation des infirmiers qui sont en première ligne, des internes, et des psychiatres intervenant sur les urgences pédopsychiatriques, à pouvoir évaluer systématiquement, à aller rechercher, à savoir poser les questions pour pouvoir repérer ces violences-là, quel que soit le motif de consultation. On a aussi beaucoup travaillé, et on est encore en train de travailler sur la question de, quel que soit le contexte, quel que soit ce qui se passe, on part sur un principe de protection de l'enfance avec un principe systématique de signalement judiciaire, à discuter évidemment après sur certaines situations, mais en tout cas, on part d'emblée sur l'idée qu'il faut faire un signalement judiciaire dans ces situations-là. La place du CRP, ça va être un petit peu la même chose, améliorer l'articulation entre les services d'urgence, l'unité médico-judiciaire, les urgences pédopsychiatriques, les associations d'aide aux victimes, les structures sectorielles de soins, le parquet des mineurs, les CRIP. Voilà, des différents groupes de travail qui sont en train de se monter, notamment avec des partenaires extérieurs en plus du soin, et des actions de sensibilisation et de formation qu'on déploie, alors un petit peu au compte-gouttes, et puis quand on rencontre des professionnels, on se rend compte qu'il peut y avoir une demande, donc on essaye de travailler ensemble, afin de favoriser le repérage et la prise en charge des conséquences psychotraumatiques, certes, mais pas que ces conséquences-là. Il y a des conséquences développementales. La question des violences conjugales montre aussi tout l'intérêt des centres régionaux du psychotraumatisme et du CN2R, c'est qu'on n'est pas que dans la question du psychotrauma, on est au-delà de ça. Voilà, le cadre des violences conjugales le montre assez bien. Donc des procédures au-delà du soin, des groupes de travail avec les magistrats, la CRIP, l'aide sociale à l'enfance, les associations d'aide aux victimes qui sont en train de se mettre en place pour nous, et la volonté de mise en commun, la création d'outils. Donc ça, c'est aussi avec les autres CRP, ce sera aussi sur tout le territoire, utile à l'information, au repérage, l'évaluation, la prise en charge et l'orientation des victimes. Merci. Merci beaucoup. Des questions, certainement. Oui, une question ici, s'il vous plaît. Si vous pouvez lever la main, madame, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous donner le micro. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Ernestine Renet, donc coprésidente de la commission violence au Conseil à l'égalité femmes-hommes
et responsable de l'Observatoire des violences faites aux femmes en Seine-Saint-Denis. Merci pour ce que vous avez dit. Je voudrais insister sur 3 points. Le premier, c'est le questionnement systématique dont vous parlez. Et je voudrais saluer, parce qu'il y a quelqu'un de la HAS qui était là ce matin, je ne sais pas si la personne est là cet après-midi, mais en tout cas, la Haute Autorité de Santé a fait des recommandations sur le questionnement systématique que je considère comme vraiment magnifiques, c'est-à-dire excellentes. Et si elles étaient appliquées et connues, ça aiderait vraiment au repérage systématique et donc, après, à la prise en charge, bien sûr. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ça va être une question et plutôt une réticence, si vous me permettez, par rapport à ce que vous avez dit, monsieur, sur le signalement systématique. Je pense qu'il y a un réel danger au signalement systématique. Que vous travaillez avec les femmes et les enfants et que vous soyez en lien avec les associations qui peuvent les soutenir, que vous-même puissiez les soutenir, ça me paraît extrêmement important et très juste. Que vous fassiez une évaluation, c'est très juste. Le signalement systématique présente comme danger, je suis victime, je sais qu'ils vont signaler, je ne vais pas les voir. Et du coup, vous ne les voyez plus, je dis non. Et la deuxième chose, c'est que si par hasard vous les voyez, derrière, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et donc, si l'enfant est placé, par exemple, on va avoir un enfant petit qui va pas vouloir manger, etc., parce qu'il va se demander où est sa mère. On sait que les petits sont en hypervigilance par rapport à ces questions, et les plus grands, eux, vont fuguer. Donc, on va avoir un véritable souci. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut jamais signaler, mais le mot systématique me gêne. Je pense qu'il ne faut pas signaler de manière systématique. Au contraire, travailler avec la maman pour qu'elle puisse penser le sujet et donc se séparer de l'agresseur, bien sûr. Donc l'aider, l'accompagner, plutôt que de la doubler, si j'ose dire, et de la considérer, elle aussi, comme un enfant, du coup. Donc c'est un des éléments. Et la troisième chose que je voulais dire concerne ce que vous avez dit sur le féminicide et d'une manière générale sur la prise en compte des enfants et notamment de l'autorité parentale au moment où il y a donc un des parents tue l'autre parent, plutôt le père tue la mère, et bien sûr le traumatisme extrêmement grave que les enfants subissent et le fait que le père reste donc avec l'autorité parentale. Et même si on n'est pas, heureusement pas toujours tué, de l'autre côté, on a quand même ce souci de l'autorité parentale, c'est-à-dire du père violent qu'on considère comme étant en capacité de prendre en charge les enfants et de travailler dans l'intérêt de l'enfant. Et dernière chose, c'est une proposition. Vous avez parlé de suicide, et moi je pense que vous avez tout à fait raison. Et donc actuellement, il y a toute une réflexion qui se fait au ministère de la Justice sur suicide forcé. Et effectivement, aux urgences, vous êtes très bien placés, si j'ose dire, et pour les UMJ aussi, quand on travaille dans les UMJ, pour les tentatives de suicide et le repérage des violences. Et là, il y a sans doute là une étude à faire sur les suicides forcés, les tentatives de suicide. Je vous remercie. Je réponds du coup sur votre question concernant le signalement judiciaire. Alors, j'ai pas eu le temps de beaucoup le développer. Ce que j'ai posé, et je vous rejoins complètement, en fait, ce qu'on a posé en fait aux urgences, en fait, c'est surtout un changement de mentalité. C'est-à-dire qu'on a posé qu'il y avait un principe systématique de questionner le signalement judiciaire. C'est-à-dire que j'inculque systématiquement aux infirmiers et aux internes qu'on part sur le principe que toutes ces situations-là, parce que moi j'ai travaillé dans des endroits où la question du signalement judiciaire elle est compliquée, hein, où on passe des plombes à réfléchir sur ses enfants, mais peut-être que machin, nani, nana, résultat on se retrouve avec des situations catastrophiques. Donc moi je pars du principe, et je veux partir du principe de protection de l'enfance systématique, et de se poser systématiquement la question du signalement judiciaire. Et on se dit, a priori, on protège, et il y a un signalement judiciaire. On en parle par contre, c'est-à-dire que généralement pour toutes les situations comme ça, on évalue effectivement toute la situation. Moi j'appelle le parquet, on appelle les associations d'aide aux victimes, on appelle tous les partenaires qu'il y a déjà dans la situation. C'est des situations qui prennent du temps aux urgences. On appelle, moi je vais appeler l'aide sociale à l'enfance s'ils sont sur le coup, je vais appeler bidule, machin, pour avoir tout le monde au téléphone pour évaluer si le signalement judiciaire à cet instant-là est effectivement le plus judicieux à faire. Donc je suis d'accord avec vous, je ne vais pas le faire
à chaque fois si la situation me paraît, si de faire le signalement judiciaire est plus dangereux et plus dommageable à ce moment-là pour les enfants. Mais en tout cas, ce que je veux, c'est que tout le monde puisse partir du principe que signalement judiciaire, on se pose la question et on se pose vraiment la question, pas uniquement de se dire ouais peut-être. Mais ça, c'est aussi une expérience, parce que je travaille dans des endroits où ça, j'ai vu les carnages de ne pas faire de signalement judiciaire pour ces enfants-là. Oui, merci. Aussi, mais je pense que c'est très très important de bien se poser la question autour du signalement judiciaire et de vraiment se la poser, de faire attention non plus de ne pas avoir trop peur des fois d'agir. Moi, voilà, pour avoir vécu dans ma carrière l'inverse, voilà, mais je pense qu'on se rejoint. Merci beaucoup. Pas d'autres questions. Écoutez, merci infiniment de votre participation. Votre participation.